Bonjour madame, bonjour messieurs, vous avez accepté l'invitation de la tribune au micro de Sylvain Roland. Jean-Charles Samuelian, vous êtes le CEO d'Alan, Clara Chapaz, la présidente de la mission French Tech, et Benoît Grossman, managing partner chez Euraseo. Les gens mondiaux de la tech seront-ils français bientôt? Vous allez répondre à cette question de Sylvain Roland. Merci beaucoup, bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation à venir débattre sur le Think Tech Summit. N'hésitez pas à continuer le débat sur Internet, sur le hashtag Think Tech Summit. Donc merci à vous. Alors peut-il y avoir des Français dans les prochains Jeux mondiaux de la tech? C'est la question que tout le monde se pose. Spontanément, on a envie de dire oui. Oui, quand on voit le nombre de licornes en France, on est arrivé aux 25 licornes, ce qui était l'objectif politique affirmé par Emmanuel Macron en 2018. Il le voyait pour 2025, on y est arrivé avec 3 ans d'avance. Mais malgré tout, quand on prend une lucarne un peu plus grosse, on se rend compte que c'est un environnement très concurrentiel, que même si la France a levé 10 milliards d'euros en 2021, que le Royaume-Uni a fait plus de 3 fois plus, que les États-Unis et la Chine sont encore largement devant. C'est une bataille mondiale sur les technologies, sur la rapidité, sur le financement. Et donc la question se pose quand on est dans un environnement économique, politique, géopolitique qui se tend. Les taux également vont remonter dans les mois à venir. Est-ce que l'argent va continuer à couler sur l'innovation? Voilà. Tout ça, ce sont des thèmes très intéressants qu'on va débattre ensemble. Et donc voilà, aujourd'hui, la startup la mieux valorisée de la French Tech, c'est Doctolib, et elle vaut 5,5 milliards d'euros. Emmanuel Macron, quand on a atteint l'objectif des 25 licornes, a dit pour 2030, je voudrais avoir 10 super géants de la tech en Europe qui soient chacun valorisés 100 milliards d'euros. Donc il nous manque 95 milliards d'euros à aller chercher en 8 ans. Est-ce que cet objectif est réaliste? Est-ce qu'il est atteignable? Alors peut-être Benoît Grossman, commencez peut-être par vous présenter et puis nous dire ce que vous pensez de cette question. Bonjour, donc Benoît Grossman, donc je suis un des managing partners d'Euraseo en charge de la practice tech et je suis par ailleurs président de France Digital depuis 2 ans. Donc France Digital qui est l'association du numérique qui regroupe l'ensemble des acteurs, des start-upers, des scale-up ainsi que des investisseurs. Alors, votre question, est-ce qu'on aura des géants de la tech dans 5 ans valorisés à plus de 100 milliards de dollars? Alors déjà, la valorisation d'une société, moi je me méfie toujours parce que ce n'est pas un paramètre intrinsèque à la société. La valorisation, c'est quelque chose qui est donné par un investisseur comme moi qui dit, je peux dire vos chaussures, elles valent 3 000 euros comme elles valent 50 euros. Donc pour moi, la notion de valorisation, elle n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est plus la notion de chiffre d'affaires ou d'EBITDA d'une société. En clair, c'est d'avoir des géants. Alors, est-ce que ce sera les 100 milliards, 50 milliards, je ne sais pas. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien, mais il faut savoir que on est parti très 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 bas il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, on peut toujours se lamenter, on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. À moitié vide, c'est dire que les UK a levé 3 fois plus d'argent qu'en France en 2021. Les États-Unis, c'est infiniment fois plus. Si on regarde à moitié plein, il faut voir qu'il y a 15 ans, il y a même 10 ans, on arrivait au doigt de pied des Américains. Maintenant, on arrive à mi-mollet. Il faut savoir que les États-Unis, notamment la Silicon Valley, c'est créé il y a 60 ans. Et chez nous, la French Tech, elle a démarré il y a 20 ans avec la bulle Internet, où il y a une première génération d'entrepreneurs. Ça met du temps, on a du retard. Et aujourd'hui, on est à mi-mollet, c'est déjà pas mal. Beaucoup a été fait, il reste beaucoup à faire. Et je crois qu'il faut positiver. Je suis très positif sur le futur. On a eu 25 licornes. Une fois de plus, les licornes, c'est des boîtes valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Je me méfie toujours de la valorisation de société parce que c'est un paramètre, une fois qu'il n'est pas intrinsèque à la société. C'est quelque chose qui est donné par un extérieur. Mais on a aujourd'hui en France plein de très, 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 très belles sociétés qu'on n'aurait pas imaginées il y a 15 ans ou il y a même 10 ans. Donc beaucoup a été fait. Je suis très positif. Vous pensez que l'argent va continuer à couler à flot sur la tech comme aujourd'hui, malgré le relèvement des taux d'intérêt et peut-être la réorientation aussi de l'argent vers des enjeux plus géopolitiques, plus stratégiques comme la défense ou autres sujets? Alors, j'aime pas le terme de l'argent couler à flot. L'argent couler à flot, ça fait un peu fête au village, ça fait un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y aura encore de l'argent pour financer nos belles sociétés comme Alan, avec mon voisin de gauche? Je pense que oui, l'argent coule à flot, j'aime pas ce terme-là. Il y a de l'argent. Pourquoi il y a de l'argent? Parce qu'il y a des investisseurs qui investissent. Pourquoi les investisseurs investissent? Parce qu'il y a des belles sociétés. Les investisseurs n'investissent pas parce que l'argent coule à flot. Les investisseurs investissent parce qu'il y a des belles sociétés, créateurs d'emplois, créateurs de valeur pour tout le monde. Et je pense que ça va continuer. Alors bien sûr, il y a la guerre en Ukraine, il y a les valorisations qui vont peut-être baisser, il y a les taux qui vont se resserrer, il y a plein de choses. Mais je crois que tout le monde est persuadé qu'aujourd'hui, l'emploi va se créer au travers des startups et des scale-up, et qu'on a plein de belles sociétés. Et aujourd'hui, parmi les 25 licornes ou les 40 sociétés du GAS 40, j'aurais imaginé il y a 15 ans d'avoir autant de belles sociétés. Voilà. Alors Clara Chapaz, vous dirigez la mission French Tech, qui est donc le phare un petit peu de l'écosystème. Alors comment vous abordez cette question de faire émerger en France les futurs géants européens de la tech? C'est un peu d'ailleurs votre mission finalement.
Oui, ça fait partie très clairement de notre feuille de route. Donc, la mission French Tech a été créée en 2013. Je pense que Benoît pourra témoigner, l'écosystème était très loin d'être là où il en est aujourd'hui. Et pour parler de la rapidité et de notre capacité vraiment à mettre en œuvre ce rattrapage que Benoît mentionnait, je vais prendre peut-être un chiffre. Dans les 2 premières semaines de janvier 2022, donc 2 semaines, ont été levés l'intégralité des fonds levés en 2015. Donc on disait, est-ce que 8 ans c'est possible ? Je pense que c'est un bon symbole de montrer à quel point on a des talents incroyables en France qui sont aujourd'hui reconnus, je pense, à l'échelle internationale et qui ont du coup la capacité de lever des fonds en conséquence pour créer ces géants dont on parle. Parce que pourquoi c'est important une société valorisée à 1, 10, 100 milliards au-delà des chiffres et du fait que c'est facile de compter en valorisation, ça montre quoi ? Ça montre qu'on a des entreprises qui aujourd'hui ont la capacité de se déployer, de créer une véritable souveraineté technologique parce que quand on lève autant d'argent qu'un Alan, un Doctolib que vous avez mentionné, ça veut dire qu'on est déjà dans une mentalité où on va aller en dehors de nos frontières, on va aller déployer ces technologies partout et créer ces véritables géants pour que, oui, dans quelques années, il n'y ait pas sur les 10 plus grandes boîtes cotées mondiales 8 entreprises de tech qui d'ailleurs ont toutes moins de 25 ans, mais malheureusement aucune française, aucune européenne. Donc on croit complètement à cet objectif, on a la volonté de continuer à aller plus loin et on le fait de différentes façons que je suis sûre on va aborder. Alors justement, on peut parler de Scale Up Europe, du coup, qui est un petit peu l'idée de scaler la French Tech à l'échelle européenne, en fait. Complètement. En fait, je pense que l'Europe est une vraie chance pour nos startups. On parle souvent du fait qu'en effet, on commence aux États-Unis. Jour 1, on a accès à 300 millions de personnes. C'est une échelle qui est énorme et qui forcément est bien plus grande que celle du marché français, juste par nature. Donc il y a à la fois cet effet que les États-Unis ont commencé plus tôt, ont commencé plus fort et ont perduré là où peut-être nous, pendant les années 2000, il y a eu un petit ralentissement de l'écosystème, mais il y a aussi tout bêtement la différence de taille de marché. Or, l'Europe, c'est un marché que l'on peut mobiliser, c'est un marché sur lequel on veut travailler et c'est un marché sur lequel les scale-up européennes ont finalement les mêmes enjeux. Le premier, c'est celui du financement. On a vu en France vraiment, vous en parliez dans l'introduction, mais une accélération en 2021, on a passé la barre des 10 milliards d'euros, mais il y a encore trop peu de fonds à l'échelle européenne, et Eurazeo en est l'un des 2, qui sont capables de vraiment pouvoir rivaliser avec les fonds étrangers quand il s'agit d'aller faire des très gros tours de table qui sont nécessaires dans les levées late stage et donc les phases d'après. Et l'enjeu talent, sur lequel on mobilise aussi le réseau européen via la création de ce qu'on appelle un guichet unique des talents à l'échelle européenne, qui s'inspire beaucoup de ce qu'on a pu faire, qui s'appelle le French Tech Visa, parce que si on veut continuer à faire grandir nos entreprises, il faut de l'argent et il faut des talents. Et si on peut avoir des talents qui en plus ont déjà vécu cette histoire de l'autre côté de l'Atlantique, c'est encore mieux. Alors avant de passer la parole à Jean-Charles pour Alan, j'ai une question pour vous deux. Dans quel secteur est-ce que la France et l'Europe peuvent se démarquer ? Notamment, on voit que Internet, avec les GAFAM, c'est quand même assez compliqué tant ils dominent les marchés dans lesquels ils sont. Alors dans quel secteur on a une chance d'avoir des géants mondiaux ? Sur quoi il faut miser ? Je regarde l'investisseur à la table. Non, je pense que la beauté de l'écosystème French Tech, c'est sa diversité. Quand on pense au French Tech 120, donc, qui est l'indice, mais surtout le programme d'accompagnement qu'on a développé pour les 120 plus grandes entreprises de la French Tech, dont Alan qui fait partie du Next 40, futur CAC 40, on voit qu'il y a une véritable force parce que c'est très diversifié. On a à la fois des entreprises de la medtech, du retail, de la fintech, qui sont les 3 gros secteurs. Donc on a une capacité à rivaliser sur énormément d'enjeux. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on voit émerger quelques secteurs qui sont une véritable force sur laquelle les États-Unis ou l'Asie ne sont pas encore positionnés, comme le green, la transition écologique. C'est certainement un alignement de valeurs, l'envie de faire les choses un peu différemment qui correspond peut-être plus à l'entrepreneuriat à la française, avec des très belles sociétés qui changent les méthodes de consommation comme Back Market, qui est la 2e plus grande valorisation, mais aussi des sociétés qui vont aller vraiment créer des innovations de rupture sur le secteur et qui ont toute leur place à prendre parce qu'il n'y a pas ce géant américain. Un petit mot peut-être Benoît, ou sur les secteurs, vous êtes d'accord ? Oui, alors vous savoir, je crois que tous les secteurs sont ouverts. Je crois qu'on dit qu'en France, on a des bons ingénieurs. Donc le domaine de la data, on a clairement notre rôle à jouer. Et puis il y a plein de domaines, on est bon partout, il n'y a pas de problème. Très positif. On a la chance d'avoir sur le panel du coup une des 25 licornes françaises, donc Alan avec son CEO Jean-Charles Samuelian. Merci d'être avec nous. Alors vous, du coup, vous avez l'ambition de devenir un de ces super géants européens de la tech. Alors expliquez-nous comment vous allez y arriver. Vaste question.
Je pense que le premier point, c'est celui de l'ambition. On ne peut pas être un géant si on n'essaye pas de le devenir ou de le construire. Et ça a énormément changé en tant qu'écosystème, je pense, sur les 10 dernières années. L'ambition des entrepreneurs qu'il y a en France a changé. Où avant, on avait une ambition peut-être d'exit rapide, etc. Maintenant, on veut créer des géants. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est être compétitif pour attirer les meilleurs talents. Et là, il y a plusieurs sujets. Il y a le sens de la mission, ce qu'on fait. Donc nous, dans la santé, il y a un vrai impact et dans la prévention. Quelques mots juste sur Alan pour bien qu'on comprenne ce que vous faites. Oui, Alan, ce qu'on fait, c'est on essaye de créer le partenaire de santé et de prévention qui va être dans la poche de tous les Européens. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois une complémentaire santé, donc on est présent en Espagne, Belgique et France bien sûr, et aussi plein d'outils de prévention, donc autour de la santé mentale, autour de faire le bon check-up au bon moment, autour de avoir une clinique virtuelle dans sa poche pour chatter avec une équipe médicale. Donc on est vraiment un acteur qui essaye d'amener la prévention et la santé de manière très intuitive pour tous les Européens. On couvre aujourd'hui 300 000 personnes. En Europe, on est 500 salariés, on a levé un peu plus de 300 millions d'euros. On travaille avec quasiment 15 000 entreprises aussi pour la santé et le bien-être de leurs salariés. Donc voilà un peu en termes d'échelle ce qu'on fait. Et donc un des gros enjeux, c'est continuer à attirer les talents, parce que une entreprise n'est que la somme des personnes qui travaillent pour cette mission. Et ça, c'est une question de, encore une fois, mission, culture et attractivité de l'écosystème. Il y a eu énormément de travail qui a été fait sur les 5 dernières années sur l'attractivité des BSPCE, qui sont une forme de stock option, et où il y a encore quelques améliorations à faire. Pour les salariés? Pour les salariés, exactement. Et si on continue à faire ça et continue à arriver à se différencier, il n'y a pas de raison qu'on perde. On a de la valeur technologique, on a de l'expérience produit pour construire des produits que les gens adorent. Chez Alan, ça se traduit par des Net Promoter Score qui sont au niveau de Tesla, Netflix, etc. Et ça, on sait le faire. Maintenant, il faut continuer à grandir, il faut avoir l'ambition, il faut avoir de l'appétit pour le risque. Et je pense que c'est important. Nous, en se lançant dans plusieurs pays en Europe, alors que chaque système de santé est différent, c'était très risqué, mais on voit que ça a créé une valeur qui est hyper importante. Donc je ne sais pas s'il y a de recettes miracles pour créer des géants, autre qu'avoir les bons talents, les mettre sur les bons problèmes dans une culture d'entreprise qui est saine, et choisir un peu les bonnes vagues, c'est-à-dire les boîtes qui sont devenues des géants, c'est celles qui ont créé des vagues technologiques, qui sont appuyées sur les enjeux. Nous, on pense que la santé est en pleine transformation et on est à un point d'inflexion où on va aller vers la prévention. Il y en a plein d'autres. Le green est un autre sujet. Il y en a énormément sur la data, le machine learning. Je pense qu'on a des positions à prendre. Il y a des capitaux. Maintenant, il faut qu'on arrive à créer un marché d'introduction en bourse en France, je pense, qui soit compétitif. Aujourd'hui, pour des fondateurs, il y a peut-être moins d'intérêt à aller en France, qu'on ne peut pas avoir droit de vote multiple qu'on peut en avoir à Londres, à Amsterdam ou aux États-Unis. Donc il y a encore des petites choses à la marge qu'on peut améliorer, mais l'écosystème est là et les talents sont là. Alors justement, sur les talents, on parle beaucoup en France du fait qu'on a beaucoup d'ingénieurs, enfin qu'on a certains disent même qu'on a les meilleurs ingénieurs. On a beaucoup d'ingénieurs, on a une qualité de vie importante, etc. Mais c'est une compétition mondiale. Et il manque des talents pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs, et pas seulement pour les startups dans la tech. Les startups recrutent énormément aussi. Donc il y a un goulot d'étranglement en fait qu'on voit dans certains pays déjà. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est CEO et quand on est dans la French Tech et est-ce que quand on est en investisseur aussi, c'est une chose qu'on prend en compte quand il s'agit de mettre des tickets sur la capacité de la boîte à attirer ces talents-là? Il y a un premier point d'attractivité que je mentionnais, c'est qu'est-ce qu'on donne et on offre aux talents, et pas seulement dans son pool local. Je pense que la grande force, c'est d'arriver à ouvrir le pool de talents. Nous, depuis le début d'Alan, on a attiré beaucoup de gens de la Silicon Valley, des Français qui sont revenus, mais aussi des étrangers. La seule opération de M&A qu'on ait fait, on a racheté une boîte américaine qu'on a rapatriée en Europe, et on continue à attirer des talents américains, etc., qui viennent bosser chez Alan. Donc ça, on est capable de le faire. Il faut juste bien le réfléchir, créer la filiale de recrutement, etc. Les salaires aussi? En fait, le salaire est un point important, mais dans tous les cas, on ne sera pas compétitif face aux GAFA qui payent des salaires qui sont démesurés et en plus qui donnent des options qui sont liquides alors que nous, on est encore privé. Donc il faut être un peu plus innovant que ça. Il faut être capable, de donner beaucoup d'equity. Nous, on est vraiment pour donner l'accès au capital à tous les salariés, pour partager la valeur de manière très généreuse. Et je pense qu'on a fait ça un peu plus que les autres, en tout cas au début, et maintenant l'écosystème change, parce qu'on a 15% de notre capital qui est pour l'équipe.
Il y a les conditions de travail, les gens avec qui on va travailler. Il y a la flexibilité aussi. Nous, par exemple, chez Alan, sur les 500 salariés, ils bossent dans 9 pays, un peu plus de 80 villes, parce qu'on a créé un modèle distribué où les salariés pouvaient s'installer où ils voulaient, ce qui leur donne beaucoup de pouvoir. Et ce qui nous rend très attractifs. Je pense que c'est ça la clé du succès. Si on se bat tous sur les mêmes talents, on va perdre. Donc il faut arriver à les faire venir de l'étranger. Pour ça, il y a encore le French Tech Visa est assez exceptionnel, mais notre CFO qui vient de venir de s'installer de Londres, le compte en banque, l'inscription à l'école, il y a encore des choses d'accompagnement qu'on pourrait aider, qu'on pourrait améliorer. Donc voilà, mais si on rend la place attractive, si on sait attirer des talents internationaux, si on continue à créer des filières, et donc c'est en amont, faire grandir les gens, avoir de plus en plus d'ingénieurs, mais pas que d'ingénieurs, parce que c'est très important les software engineers, mais il nous faut plus de designers, plus de product managers, plus de commerciaux, plus de gens qui savent faire scaler une organisation. Il y a encore plein d'enjeux. Clara ? Oui, je pense que là-dedans, quel est le rôle de la mission French Tech? C'est à la fois sur cette dimension d'attractivité. Il y a eu énormément de faits dans les dernières années, notamment de par ce qu'on appelle les communautés French Tech. C'est un réseau de 60 communautés à l'international qui existe aussi d'ailleurs sur le territoire. Donc en tout, une centaine de communautés et capitales French Tech et qui animent l'écosystème partout où elles sont et vraiment participent à cette dynamique d'attractivité. Donc c'est un vrai lien partout dans le monde entier pour faire briller la French Tech et aider au rapatriement ou à l'apatriement d'un certain nombre de talents, couplé au dispositif Welcome to la French Tech, dont le French Tech Visa, qui est le plus ouvert au monde, en Europe, pardon, avec en moyenne à peu près entre 20 et 25 jours de délai pour obtenir un visa pour un salarié tech. Donc c'est très court et c'est très attractif. Pour la petite anecdote, l'autre jour, j'ai échangé avec des membres allemands qui sont dans une organisation similaire, et une entreprise disait, nous, on a fait d'abord venir nos employés en France parce que c'était plus facile d'avoir un visa avant de pouvoir les rapatrier en Allemagne. Donc ça montre l'attractivité de celui de la France, ça montre la nécessité d'avoir vraiment un dispositif à l'échelle européenne, dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, sur la question, donc ça c'est l'attractivité, on fait venir les talents existants, et puis il y a aussi besoin d'aller chercher plus de talents. Donc un vrai enjeu de diversité. On est sur un écosystème qui est encore trop sur les mêmes types de profils, grande école, masculin pour la plupart, surtout des gens parisiens en France. Donc comment est-ce qu'on va chercher les talents partout où ils sont ? On a un programme génial qui s'appelle le French Tech Tremplin, qui permet à des talents qui ne sont pas forcément issus des milieux de la tech, qui sont réfugiés, qui sont aux minimaux sociaux, qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, de pouvoir lancer leur projet et donc de participer à ce dynamisme collectif. J'ai une question aussi que j'aimerais vous soumettre, c'est la question de la consolidation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de licornes, si bien que devenir une licorne, en fait, c'est même plus un phénomène tellement il y en a beaucoup dans le monde. Et on voit que dans beaucoup de secteurs, notamment la fintech, mais d'autres, il y a beaucoup de licornes qui font un peu la même chose dans plusieurs pays. Et donc, il va arriver un moment inévitable où il y aura des consolidations sectorielles, où des boîtes vont en racheter d'autres, de licornes vont se faire racheter par d'autres licornes encore plus grandes, qui du coup vont devenir des décacornes, etc. Est-ce que la France a une carte à jouer dans ça ? Est-ce qu'on ne risque pas de se faire racheter nos licornes par d'autres boîtes plus grandes dans le même domaine ? Comment vous voyez les choses, Benoît Grossman ? Oui, c'est possible. Alors, est-ce que les boîtes françaises seront les consolidées ou les consolidateurs ? À mon avis, ce sera un mélange des deux. Bien sûr, il faut que les licornes vivent, il faut qu'elles se regroupent. Ensuite, il faut que les corporates fassent des acquisitions pour intégrer ces licornes chez elles. Ensuite, il faudra avoir un marché boursier. C'est un peu ce qui manque en Europe et notamment en France. On dit toujours qu'aux États-Unis, il y a le Nasdaq. Le Nasdaq, il a été créé il y a fort longtemps. On n'est pas prêt d'avoir un Nasdaq à l'européenne. Juste pour expliquer quelques ordres de grandeur, Apple, qui est la première capitalisation, je crois fait 3 000 milliards de dollars, c'est égal à la capitalisation du CAC 40, et la liquidité moyenne sur Apple, c'est la liquidité de tout le CAC 40. Voilà. Donc en France, quand on cote une société, on n'est pas à armes égales, c'est comme ça. C'est un peu comme tout. C'est un risque. Pardon ? Donc c'est un risque du coup que la consolidation se fasse à notre détriment, disons. Oui, c'est un risque, mais on a fait beaucoup de progrès sur les marchés boursiers français et européens. On a fait beaucoup de progrès dans la French Tech. Une fois de plus, j'insiste, il y a 20 ans, on était au doigt de pied des Américains. Maintenant, on arrive à mi-mollet. Est-ce que c'est infamant d'être à mi-mollet ? Non. On continue à monter, c'est le plus important. Et toutes les boîtes qu'on voit aujourd'hui, on n'aurait jamais imaginé ça il y a 15 ans. Donc je suis très très positif. On sera toujours un nain par rapport aux Américains. Les Américains, ils ont 60 ans d'histoire dans la Silicon Valley. Nous, on a démarré il y a 20 ans. Donc on ne va pas rattraper. On est brillants, on est peut-être plus loin que les Américains, mais pas à tel point de les rattraper. Ce sera toujours comme ça. Est-ce que c'est grave ? Non.
Alors Jean-Charles, vous avez en tant que CEO une vision de long terme de votre entreprise. Et justement, comment vous anticipez ces mouvements sectoriels comment vous vous mettez en position d'être celui qui avale les autres? Le seul moyen d'être en position d'être celui qui avale les autres, c'est de grandir vite, d'avoir un produit différencié et de savoir se financer pour financer la croissance. Ce qui sont des éléments qui sont à la fois très difficiles mais assez clairs. Donc, si on gagne, je pense qu'il faut laisser opérer le marché, c'est-à-dire si on a un écosystème sain et fertile comme il a été créé, comme pour l'attractivité des talents, etc., il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Donc, autant y aller. Il ne faut pas avoir peur de faire des acquisitions en tant que boîte française, mais ça, je ne pense pas que ce sera un problème. On en voit de plus en plus. Je pense que c'est aussi sain que certaines boîtes françaises se fassent racheter par des acteurs étrangers parce que ça fera plein de salariés, d'entrepreneurs qui pourront recréer dans l'écosystème derrière et redistribuer de la valeur. Ça donne des exits aux venture capitalistes qui font qu'il y a plus de réinvestissement dans l'écosystème aussi parce que ça montre la création de valeur. J'espère qu'il y aura une grande proportion des boîtes d'aujourd'hui qui vont aller s'introduire en bourse, qui vont devenir des acteurs indépendants, qui vont réussir à financer. C'est votre ambition d'ailleurs, vous non? Nous, l'ambition, elle n'est pas de s'introduire en bourse, ce n'est pas une fin en soi. Nous, l'ambition est de construire un acteur qui va toucher des dizaines, si ce n'est des centaines de millions d'Européens et hors d'Europe dans leur santé et dans leur bien-être. Si, dans cette route-là, il faut s'introduire en bourse pour donner de la liquidité à nos actionnaires, donner de la liquidité à nos salariés et continuer à financer la croissance, on le fera. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui font des boîtes aujourd'hui de très grande taille dont le rêve, c'était de s'introduire en bourse et de faire une boîte cotée. Le rêve, c'était de construire quelque chose qui impacte la vie de beaucoup de gens. Et la bourse est un des moyens. Il faut que ce moyen soit bien construit. Et oui, nous, a priori, dans notre chemin, on ira vers la bourse pour donner de la liquidité. Alors, il nous reste 1 minute et je vais en profiter pour une dernière question qui, du coup, ne vous concerne pas, Clara, parce que vous êtes en période de réserve lors de l'élection présidentielle. Mais justement, voilà, nous sommes en période d'élection présidentielle. Vous êtes dans Eurazeo, c'est un des plus grands fonds d'investissement européens. Alan est une des 25 licornes françaises. Si vous avez quelques secondes pour vous adresser aux candidats, qu'est-ce que vous avez absolument besoin et qu'il faut faire dans les 5 prochaines années? Déjà, de continuer ce qui a été fait, de surtout pas casser une machine qui marche. Je dis toujours que pour construire un écosystème, il faut 20 ans, et pour le démolir, on peut le démolir en 3 semaines. Donc, surtout pas casser ce qui a été fait, et je n'ai pas de doute que ça ne sera pas cassé. Il n'y a pas trop de revendications pour vous. Oui, on a plein de choses. Alors après, on va faire un inventaire à l'après-vert. Il y a plein de choses à faire, mais globalement, on a plutôt, comme on dit, du vent dans les voiles. On a eu plutôt un soutien de nos gouvernements respectifs depuis une dizaine d'années. Et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, oui, on a plein de revendications, mais qui sont somme toute assez mineures compte tenu de ce qui a été fait. Donc. Alors Jean-Charles, vous, une chose importante dont vous avez besoin? Je dirais que le bilan des 5 dernières années est quand même très solide pour la French Tech et pour ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment beaucoup d'améliorations sur la capacité de créer des boîtes, d'attirer les talents, etc. Que je mentionnais, le point, moi, je pense, qui est important, il y a toujours maintenir de la compétitivité dans les secteurs un peu établis. Donc, il y a quelques enjeux là. Et le deuxième point, c'est créer un environnement boursier qui permet de faire que les meilleures boîtes françaises et même partout en Europe aient envie de s'introduire en bourse en France. Il y a encore un peu de chemin, mais si on arrive à faire ça, je pense qu'on sera très bien positionné. Donc on n'est pas arrivé, mais on est sur la bonne voie. C'est le message de ce débat. Merci à vous 3 d'être venus parmi nous. Et restez avec nous, vous qui êtes dans le public et également sur Internet pour la suite de la journée.